organisé gentiment et j'apprécie beaucoup. On m'a fait l'invitation de présenter sur un sujet à mon goût. Il faut que je parle plus fort que ça, d'accord? Merci. Et il y a grossièrement deux sujets de recherche qui m'intéressent particulièrement, les transfusions, mais à un moment donné, les gens vont être tannés de m'entendre en parler. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit retour en arrière, parce que j'ai toujours aimé travailler sur le syndrome de déférence multiviscérale, sauf que je n'ai jamais réussi à avoir des fonds pour faire mes recherches dans ce domaine-là, mais quand même, vous allez voir qu'il y a des petites choses dont je vais vous parler. La conférence devrait s'intituler réellement Syndrome de déférence multiviscérale, nouveautés et perspectives, parce que régulièrement, je vais vous faire des suggestions de projets de recherche que je ne ferai pas. Alors, je ne suis pas en conflit d'intérêt. D'ailleurs, c'est ma première diapositive. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, à ma connaissance, du moins. Je me permets aussi d'ajouter, j'ai ajouté une diapositive parce que je ne pouvais pas passer sous silence le départ de M. Huot. Ça a été mon premier professeur en soins intensifs pédiatriques, en réanimation pédiatrique, en 1979. C'est l'autre millénaire, ça. Et ça a été une expérience extraordinaire à tout point de vue. Et c'est pas pour rien qu'au troisième congrès mondial des soins intensifs, on l'a reconnu comme un des fondateurs de notre discipline. C'était un des fondateurs de notre discipline. C'est reconnu même du côté anglophone. Ça, c'est rare. Mettons que j'ai aidé un petit peu, là, mais c'est reconnu même du côté anglophone. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un homme qui était dévoué, plein d'imagination, que moi, j'ai trouvé très humble, alors qu'il était brillant, un perfectionniste. Et en tout cas, dans mon expérience, ça a été un petit bonheur de travailler avec cet homme-là. Il était chaleureux. Ma femme et moi, on a même passé nos vacances en Auvergne avec lui. C'est vous dire, il nous a enduré pendant au-delà d'une semaine. Alors, quelque part, il faut vraiment c'était un caractère. C'était un modèle et un mentor. Alors, écoutez, moi, j'ai écrit « Nous lui devons ». Moi, je lui dois beaucoup. Et je voulais en profiter pour signaler tout ce qu'il a pu faire pour moi, puis quelques-uns des gens qui sont dans la salle aussi. De quoi vais-je vous parler? Le titre, c'est syndrome de déférence multiviscérale, mais on ne peut pas parler de ce syndrome-là sans parler de syndrome de réponse inflammatoire systémique et de sepsis, parce qu'il y a un lien très étroit, comme vous allez le voir. Je vais vous parler de critères diagnostiques du SDMV, parce que je pense que de ce côté-là, il y a des choses à faire. De quelques complications, parce qu'elle me turlupine un peu plus que les autres. Je vais vous parler d'évaluation de la gravité des cas de SDMV, et là, je vais longuement parler des travaux, des excellents travaux de Stéphane Le Turp, de Francis Leclerc et autres. Et quelques mots sur les traitements du SDMV et du sepsis à la fin, avec quelques réflexions philosophiques, comme vous allez le voir. Alors, vous savez quelles sont les définitions du stress, les vieilles définitions en tout cas, mais c'est souvent celles qu'on emploie encore. Et quand un syndrome de réponse inflammatoire systémique est associé à une infection, on appelle ça un sepsis. Si la situation du patient est telle qu'il a une dysfonction d'organes, comme celle-ci, ça devient un sepsis grave. Et s'il y a de l'hypotension, on parle de choc septique. Autrement dit, pour l'illustrer autrement, supposons qu'un patient a une agression non infectieuse grave, il va se ramasser aux soins intensifs, il va présenter un syndrome de réponse inflammatoire. Si le syndrome et la réponse sont particulièrement graves, ça va devenir un syndrome de déférence multiviscérale et ça peut évoluer vers le décès. Si l'agression est plutôt infectieuse, le SRIS devient un sepsis parce qu'il y a une infection. Ceci peut évoluer vers un sepsis grave ou un choc septique et tout ça peut donner un syndrome de déférence multiviscérale. Je vais présenter encore autrement, mais avec une approche booléenne. Vous voyez bien les relations entre SRIS, sepsis grave et choc septique. Et je dirais que le syndrome de déférence multiviscérale recouvre tout cela. Donc, quand on parle du sepsis ou du SDMV, ce n'est pas vraiment indépendant. Il y a un lien entre les deux. Deuxième point de ma conférence, ce sont quelques mots sur les critères diagnostiques du SDMV. Et là, je vais beaucoup faire allusion à des travaux, une petite recherche qu'on a fait localement à Sainte-Justine avec une résidente qui s'appelle Andréane Villeneuve. Quel est le problème? Bien, il y a différents critères diagnostiques dans la littérature. Parmi les plus employés, bien, il y a les critères qu'on a développés, nous, à Sainte-Justine, avec François Proulx. C'était bien basé passablement sur les critères déjà proposés par Wilkinson en 1986. Et il y avait tous ces organes et systèmes-là qui étaient
dont on tenait compte dans ces critères-là. En 2005, Goldstein et collaborateurs ont publié d'autres critères. C'est 9 ans plus tard, c'était supposé être donc meilleur parce que plus récent. Ils avaient décidé à l'époque d'abolir le système gastro-intestinal. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de cas pour qui ça comptait. Ce n'était pas une vilaine idée. Et ils ont proposé de nouveaux critères pour plusieurs des systèmes qui sont là. Ça a donné lieu donc à cette publication dans le Pediatric Critical Care Medicine de janvier 2005. Celle de François datait de 9 ans plus tôt quand même. Andréane a présenté ces résultats-là, ce que je vais vous montrer dans la revue Critical Care Medicine. C'est un résumé. L'article s'en vient. Et l'objectif de son projet de recherche était de comparer la valeur des deux listes de critères diagnostiques du SDMV. L'idée étant de décrire leur concordance entre eux et leur efficacité à prédire la mortalité à 90 jours. Je pensais et je croyais, c'était mon hypothèse, qu'on se rendrait compte que les deux critères diagnostiques ne décrivent pas et ne recensent pas les mêmes patients, les mêmes cas. Puis vous allez voir que c'est le cas. Tout de suite, voyez-vous, on a fait notre étude avec 846 patients consécutifs admis au service de réanimation pédiatrique de Sainte-Justine à Montréal sur un an. Donc, il n'y a pas de problème de saison, de billets saisonniers. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Première constatation, quand on se fie aux critères diagnostiques de François Proulx, en passant, c'était prospectif, cette étude-là, eh bien, la prévalence du SDMV à l'admission, c'était 15 %. Alors que si on utilisait les critères de Goldstein, c'était presque le double. Quant à l'incidence, les nouveaux cas apparus plus la prévalence à l'admission, on s'est ramassé à 22 % versus 38 %. Tout de suite, on voit qu'il y a un problème. C'est clair que ça ne décrit pas les mêmes patients puis la même maladie, finalement. Parmi les critères de validité d'un test, quel qu'il soit, il y a la reproductibilité. Si quelqu'un invente un test puis tout seul est capable de s'en servir correctement, ça ne donne rien. Alors, il faut voir s'il y a une certaine reproductibilité inter-observateur ou intra-observateur. Nous, on a regardé la reproductibilité inter-observateur. Autrement dit, on a fait revoir les mêmes dossiers, les mêmes patients à deux personnes différentes pour voir ce que ça donnait. Moi, mon hypothèse était que la reproductibilité serait meilleure avec les critères de François Proulx qu'avec ceux de M. Goldstein, parce que j'ai un préjugé favorable pour les critères qui viennent de chez nous. Eh bien, j'ai démontré que, c'est une grosse surprise, j'ai démontré que ce n'est pas le cas du tout, que la reproductibilité pour les deux listes de critères, elle est excellente. Et c'est d'autant plus étonnant que vous allez voir tantôt, certains des critères proposés par le comité de rédaction de M. Goldstein, quand on les lit, ce n'est pas très opérationnel, ce n'est pas très évident ce qu'il veut dire. Et malgré tout, excellente reproductibilité. Donc, on ne peut pas se baser sur la reproductibilité pour choisir une série de critères plutôt qu'une autre. Qu'en est-il sur la valeur prédictive vis-à-vis de la mortalité? Bien, la sensibilité des critères diagnostiques de François Proulx pour prédire la mortalité, 68 %, alors que M. Goldstein, 85 %. Donc, c'est meilleur. Les critères de M. Goldstein sont meilleurs, mais la différence n'est pas statistiquement significative. Par contre, la spécificité, ce sont les critères de François Proulx qui sont les meilleurs, et là, la différence est statistiquement significative. La valeur prédictive d'un résultat positif est aussi meilleure avec les critères de François Proulx. Et ce que cette diapositive-là nous montre, c'est que si on veut utiliser un test plus spécifique, il faut employer ceux de François. Et si on cherche plutôt quelque chose de plus sensible, ça peut être une bonne idée d'utiliser les critères de Goldstein. À quoi sont dues ces différences? Alors, on a fouillé un peu plus, puis on a essayé d'analyser par dysfonction, qui était considérée dans chaque liste de critères, s'il y avait des bonnes différences. Et vous constatez, si vous regardez cette figure-là, qu'au niveau de la dysfonction cardiovasculaire, il y a une grosse différence, alors que, par exemple, du côté respiratoire, il n'y en a pas de différence. Une autre dysfonction où il y avait une bonne différence, c'est la dysfonction neurologique, mais dans le sens contraire, beaucoup plus de dysfonction neurologique avec les critères de M. Goldstein. Évidemment, il y avait une différence pour le gastro-intestinal, parce que Goldstein ne le considérait pas, mais vous voyez que c'était quand même, il y avait peu de patients dans ce cas-là. Or, donc, il y avait 3 dysfonctions avec une bonne différence. Une des plus importantes était au niveau cardiovasculaire. Et quand on compare, ça c'est les critères tels quels, des deux listes de critères diagnostiques. Alors, pour une dysfonction cardiovasculaire, par exemple,
François Pruc et son équipe, proposaient des chiffres précis de pression artérielle systolique ou de fréquence cardiaque ou un arrêt cardiaque ou ainsi de suite. Je vous dirais que là où on avait fait une erreur en 86, c'est qu'on avait écrit « ou besoin d'inotrope ». Et quand vous voyez dans une unité de critères diagnostiques le mot « besoin », vous venez d'introduire l'obligation de prendre une décision de qu'est-ce qu'on veut dire par besoin. Ce qu'on aurait dû écrire, c'est « il y en a-tu ou il n'y en a pas », c'est tout. Pas le besoin d'inotrope. Quand on regarde les critères de M. Goldstein, par exemple, il écrit, je les mets en anglais parce que ce sont ses termes exacts, hypotension, définition low blood pressure, ça c'est une grosse nouvelle. Et sa définition, ses instructions, ça se lit comme suit. Blood pressure lower than a fifth percentile for age, or systolic blood pressure lower than 2 standard deviation below normal for age. Blood pressure plus bas que le 5e centile, c'est laquelle? Est-ce qu'il veut dire la pression systolique, médiane, diastolique? C'est pas écrit nulle part. Et en plus, si vous lisez l'article, vous allez rendre compte que les normes, que les centiles qu'il donne, les limites qu'il donne, il y a une erreur. C'est faux, il faut se référer à une lettre qui est parue plus tard pour ne pas faire cette erreur-là. Là, j'ai l'air de rentrer dans le cadre des critères de M. Goldstein. Il y a des problèmes. Et malgré tout, ils fonctionnent très bien. Et ils sont plus récents. Et ils sont sortis d'un plus grand nombre de personnes. Alors, il y a des qualités aux critères de M. Goldstein. Alors, pour conclure cette partie de la présentation, quand on compare ces deux définitions du syndrome de déférence multiviscérale, bien, la reproductibilité est aussi bonne pour l'un que pour l'autre. Mais j'espère que vous avez compris qu'on ne peut pas superposer l'un et l'autre. Et une des erreurs qu'on voit souvent, c'est de comparer, par exemple, l'incidence ou la fréquence du SDMV en 2012 en employant les critères de Goldstein. Il y est comparé en 1999 alors qu'on utilisait les critères de Proulx. Ça ne va pas, là, vous comparez des poires et des pommes. Je ne suis même pas sûr que c'est des fruits que vous comparez. Vous avez constaté que la prévalence et l'incidence du SDMV dans les soins intensifs de Sainte-Justine était quand même importante, quelle que soit la définition choisie, et j'imagine que c'est la même chose chez vous. Mais je vous ai dit que je suggérais des petits projets. On serait dû, à mon avis, dans le moment, simplement de faire une petite étude prospective pour savoir justement quelle est l'incidence et la prévalence du SDMV en soins intensifs pédiatriques, mais dans une étude multicentrique. Il n'y en a pas eu de fait récemment. Il y a des leçons à retenir. Il ne faut pas changer les critères diagnostiques ou les paramètres d'un score sans valider le tout, car les différences possibles empêchent toute comparaison. Et méfiez-vous d'un article où l'on vous parle d'un score modifié. Je revise quelques articles par année. Je commence à être de plus en plus allergique à ces articles où les gens disent, bien, j'ai rajouté une virgule par-ci, puis un astérix par-là. On ne sait plus de quoi on parle finalement. Si vous modifiez les critères, il faut les valider. Sinon, ne faites pas votre recherche. Ça devrait être la règle. Il peut y avoir des exceptions, mais il ne faut pas modifier les choses pour rien. Et si on les modifie, il faut valider les choses. Ce qui n'avait pas été fait d'ailleurs pour les critères de François ni pour le Goldstein. Il faut qu'on apprenne ce genre de choses-là. Dorénavant, si on fait une conférence de consensus, Félix vient en emmener une sur le SDRA, bien, une fois qu'on a les diagnostics, il faut les valider. Il faut voir la reproductibilité et des choses comme celle-là. Ça, c'est la première leçon. Quelques mots sur des complications. Là, je pourrais parler de ça tout l'après-midi. Je vais me contenter de parler de quelques items qui me tiennent un peu plus à cœur. La mortalité, parce que c'est incontournable. C'est des données qui viennent de Stéphane Letertre et de Francis, mais c'est peut-être une étude multicentrique. Et comme on dit, on voit bien que plus le patient est malade, plus il a de chances de mourir. C'est une grande découverte. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres quand même. Et c'est assez impressionnant. Et tantôt, je vais vous parler de score de validité ou de score de gravité des cas de SDMV. Vous comprenez qu'il suffit de voir combien d'organes ou de systèmes sont atteints pour déjà avoir une petite idée prédictive de la mortalité. On va appeler ça le score de SDMV tantôt. Un mot sur les amputations. Vous êtes tous familiers avec ce genre de cas, où il y a plusieurs phénomènes au niveau vasculaire qui interviennent. Il y a une fuite, il y a des thromboses, il y a une CIVD derrière. Dans ce cas-ci, il y a certainement un syndrome de loge. Puis dans ce cas-là, ça amène à des amputations. Ça, c'est le cas typique. Ce qui est un petit peu moins
connue et un petit peu plus négligée, c'est la thrombose. Et chez l'adulte, à cause de l'étude Protect faite par Deborah Cook, c'était un essai clinique qu'elle a publié sur la prévention des thromboses chez l'adulte, qu'elle a publié dans le New England. Chez l'adulte, depuis quelque temps, il s'intéresse aux thromboses beaucoup. Si vous faites le tour de la littérature sur les thromboses en pédiatrie, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles. Et je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas au Canada, la conduite encore, dans les cas même de thrombose de gros vaisseaux, elle est très contemplative. Souvent, on se fait dire par les hématologues à quoi bon, ça ne donne pas de problème plus tard. Or, il y a des petites données qui laissent entendre qu'on est dans le champ. Par exemple, il y a un article qui a été publié dans le Pediatric, au Journal of Pediatrics, où quelqu'un s'est intéressé au sort d'enfants qui avaient eu un cathétérisme cardiaque dans les premières semaines de vie. Cathétérisme qui avait été fait par voie fémorale. La question était, est-ce que leur veine fémorale est correcte à l'âge de 5 ou 6 ans? Et ce qu'il avait constaté, c'est qu'au moins le tiers des patients présentaient des inégalités des membres avec des veines fémorales qui étaient encore bouchées dans plusieurs cas. Et vous savez, j'ai déjà posé la question à des collègues en cardiologie, est-ce que ça se pourrait que ce que vous faites ait des conséquences plus tard? La réponse classique, c'est bon, on n'a jamais vu de problème. Mais souvent dans ma vie, quand j'entends ça, ça veut dire on n'a jamais vu de problème parce qu'on ne l'a jamais regardé. Et c'est ce qui se passe ici. Nos thromboses aux soins intensifs, on n'a aucune idée de ce qui se passe avec ces thromboses-là, de leur incidence, de leur fréquence, de leurs facteurs de risque et de ce qu'on devrait faire. Il y a donc ici un grand sentier de recherche. Il y a du monde dans la salle qui se cherche d'ouvrage. Moi, je ne travaillerai pas là-dessus, mais il y a quelque chose d'intéressant à faire et probablement d'utile à faire. Un mot sur la polyneuromyopathie des soins intensifs. Elle existe, sans aucun doute. Il n'y a aucune bonne donnée épidémiologique en pédiatrie. Il n'y en a pas. Bon, peut-être depuis une semaine, je n'ai pas regardé, mais il n'y en a pas. Or, j'ai vu quelques cas chez qui ça avait posé des problèmes majeurs de sevrage de respirateur. Et quelques cas aussi qui ont eu des problèmes majeurs d'intégration scolaire à cause de ça. Essayez de jouer au hockey, peut-être pas dans votre cas, on va dire, mettons, au football, avec une faiblesse importante de vos manches. Fait que vos petits amis avec qui vous jouiez, ils ne sont plus là parce que vous n'êtes pas capable d'y aller. Il y a là aussi une piste de recherche que je crois intéressante, d'autant plus que certaines données chez l'adulte nous disent qu'il y aurait peut-être de la prévention à faire. Karen Chung, qui est une collègue qui travaille à McMaster University à Hamilton, a parti un programme de recherche dont le but éventuel est de voir si on ne peut pas diminuer la symptomatologie ou les séquelles neuromusculaires de ce problème en faisant de la mobilité précoce en soins intensifs. Son programme est en cours. Chez l'adulte, déjà, il y a des programmes semblables. Et chez l'adulte, il y a des données qui laissent entendre qu'effectivement, on pourrait améliorer le sort de nos patients concernant cette complication-là en faisant de la mobilité précoce. Juste un mot sur ce syndrome-là, parce que je trouvais que l'histoire était intéressante. À la fin des années 90, j'étais à ce merveilleux congrès, que j'aime beaucoup. Je plaisante dire du bien des gens qui nous invitent, mais j'aime beaucoup ce congrès-ci. Et chez l'adulte, je pense que j'ai vu 20 affiches qui portaient sur le syndrome hémophagocytaire réactif chez l'adulte. Je ne connaissais rien de ça, je n'avais jamais entendu parler. Je reviens, il n'y avait rien en pédiatrie. J'arrive à Sainte-Justine et on me présente un patient en me disant qu'il va mourir. L'hématologie a fait une ponction de moelle, il a un syndrome hémophagocytaire. C'était un petit bébé, ils ont tout de suite conclu que c'était héréditaire, et voilà. Ben là, je leur ai dit peut-être que ce n'est pas héréditaire, c'est peut-être réactif. Si ça ne vous fait rien, on ne va pas abandonner, puis on va continuer. L'enfant a guéri de tout, y compris de son syndrome hémophagocytaire. Et il y a des syndromes hémophagocytaires, on en a publié quelques cas. Par contre, on sait que ça existe, il n'y a toujours pas de données. On ne sait pas quelle est l'importance du problème, sa fréquence, puis ainsi de suite. Je soupçonne que dans les SDMV graves, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Et je soupçonne que c'est une des causes d'anémie et d'hypoplaquétose en soins intensifs pédiatriques. Mais je soupçonne, je n'ai pas de données pour le confirmer. Un dernier commentaire sur les complications. Ce n'est pas vraiment une complication, mais c'est une donnée qui est peu connue. Le fait d'avoir un sepsis grave ou sévère ou un SDMV change radicalement le métabolisme de plusieurs médicaments
comme les inhibiteurs de la pompe à protons. Ça a été démontré très bien par Catherine Italien, qui est une de mes collaboratrices. Et c'est majeur. Dans le cas des PPI, ça accélère le métabolisme de façon telle que les doses de d'inhibiteurs de la pompe à protons qui sont proposées dans la littérature dans le moment pour prévenir les hémorragies gastro-duodénales de stress en réanimation pédiatrique, bien, ce que vous donnez, c'est comme si vous donniez de l'eau. C'est ce que Catherine a démontré. Ça n'a aucun effet. C'est tout de suite métabolisé. La leçon à retenir d'ici, c'est que nos patients en soins intensifs ont toutes sortes de dysfonctions d'organes qui changent la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des médicaments qu'ils reçoivent. Et je pense qu'on n'en tient pas assez compte. Je sais que chez l'adulte, la grande mode, c'est de s'occuper de faire de la génomique pour être capable de faire de la médecine personnalisée, pour être capable de mieux adapter la médication. Moi, je n'ai rien contre la génomique, là. En soins intensifs, je propose de regarder d'abord les organes, on s'occupera des gènes après. Et dans le moment, on ne s'occupe pas des organes. On ne fait pas bien ça. Il y a là aussi tout un paquet d'études importantes à faire, parce que je pense que bien souvent, on pense donner des médicaments, puis on traite la tubulure plutôt que le patient. Alors donc, plusieurs domaines de recherche sur lesquels vous pourriez vous pencher. Un mot maintenant sur la gravité. Ici, je pourrais laisser la parole à Francis, mais je vais parler à sa place. Ça va me permettre de vanter le beau travail qu'ils ont fait. C'est intéressant d'être capable de décrire la gravité des cas pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce que pour comparer des cas dans un essai clinique randomisé, mais il y a beaucoup d'autres raisons. Et c'est ce qu'on s'était dit il y a de nombreuses années. Déjà à l'époque, il existait, là, dans les années 95, ce qu'on appelait le score, le MOD score, le Multiple Organ Dysfunction Syndrome score, qui consistait simplement, en pédiatrie en tout cas, à additionner les dysfonctions d'organes. Il y en a 2, 3, 4, et ainsi de suite. Dans les années qui ont suivi chez l'adulte, il y a 3 systèmes qui ont été décrits. Le MOD score de John Marshall, ça c'est canadien. Le SOFA score, ça c'est nos amis belges. Puis, excusez-moi, le SOFA, c'est belge. Puis, dans le milieu, il y avait M. Legal qui avait lui aussi proposé un beau système. Mais ça, c'était pour l'adulte. Chez l'enfant, on n'avait rien. Je cherchais un critère de jugement principal pour mon essai clinique TRIPQ sur les transfusions. Je vous jure, ça a pris 4 ans avant qu'on s'entende sur le critère de jugement de TRIPQ. Et à l'époque, on se disait, bien, on va développer un score de gravité, puis ça va être notre critère de jugement pour cette étude-là. Et là, Alain Martineau, qui travaillait avec Francis via Montréal, avec François Proulx, Alain et moi, on travaille sur la création d'un score. Finalement, Alain va laisser ça à Stéphane et Francis. Et ils vont faire un très beau travail, à mon avis, qui va aboutir dans une publication dans le Lancet pour le P-Load 1. Là, je vais aller un petit peu vite sur le P-Load, parce que vous le connaissez. Je connais son histoire, je vous dis, ça a été très bien développé, très bien validé. Et parmi les forces de la chose, c'est que le développement s'était fait sur une cohorte et la validation sur une autre cohorte. Ça, c'est la façon optimale pour démontrer qu'un score est vraiment valable. Il y a d'autres méthodes, mais c'est la meilleure, et c'est ce qui avait été fait. À l'époque, ils avaient retenu 6 systèmes et 12 variables. Et ce qui était un petit peu intéressant de noter, c'est que les systèmes qui comptaient le plus en termes d'explication de la variation statistique, si vous voulez, c'était le système neurologique et cardiovasculaire, puis rénal, puis respiratoire. J'aimerais attirer votre attention sur ce que ce tableau-là veut dire. Ce tableau-là ne veut pas dire que 4 de la prédiction, par exemple, de la mortalité est expliquée par le système respiratoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on a introduit dans le score des items neurologiques, cardiovasculaires et rénales, il reste à peu près 7 de variabilité à expliquer, et que dans ce 7 %-là, il y en a 4 à l'époque qu'on impliquait par le respiratoire. Francis, es-tu d'accord avec ma façon de dire les choses? Hey, prenez-le en note, il est d'accord, c'est bon. Mais c'est important à retenir, parce que souvent, j'entends l'erreur, bien là, 4 c'est pas important. Non, il faut faire attention. C'est qu'il ne restait pas beaucoup de variabilité statistique à expliquer. Bon, donc, ce sont les items du score P-Load. Il y avait beaucoup d'avantages, mais il y avait un petit défaut. Il était discontinu. Hein? Ben, il était très quantitatif, mais discontinu. Alors, malgré tout, hein, la discrimination était absolument remarquable. Pendant le développement, 98 d'air sur la courbe, puis pendant la validation, au-dessus de 90, c'est absolument remarquable.
Philippe et Stéphane s'étaient donné la peine de regarder jour par jour si le score était aussi performant. Parce que le score de pilote, comme tel, c'est pendant tout le séjour aux soins intensifs. Ça répond à la question quel est le pire état de santé du patient pendant tout le séjour. C'est à ça que répond le score pilote d'emblée. Mais on peut faire des pilotes quotidiens. Et ici, Stéphane et Francis ont démontré qu'au moins pendant les 5 premiers jours, l'air sous la courbe reste excellente. Au-dessus de 80, on est content. Là. Malgré tout, ils ont cru bon mettre à jour leur score, parce que je suis bien content. Pour ce faire, ils ont réussi à rassembler un collectif de 3671 patients, avec un âge médian de 15 mois, un taux de mortalité de 6 %. Et finalement, ils vont retenir 10 variables. Et ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils n'ont pas juste repris les anciens critères, c'est qu'ils ont cherché à voir s'il n'y avait pas d'autres critères qui seraient intéressants, par exemple comme les lactates. Et ils ont fait cela parce qu'il y avait des données dans la littérature qui laissaient entendre que peut-être que les lactates seraient plus intéressants comme critères que ce qu'ils avaient en main. Et effectivement, je vous le dis tout de suite, les lactates ont été retenus dans le pilote numéro 2. Ici, la discrimination est extraordinaire à 0,93 et excellente calibration. Vous voyez ici, ça c'est un peu la même diapositive que tantôt, mais pour le pilote 2. Et voyez-vous, le respiratoire maintenant est devenu le deuxième système dans ce score-là. Mais ça ne veut pas dire que les autres systèmes n'ont pas autant par exemple, ça ne veut pas dire que le cardiovasculaire n'est pas plus important que ça. C'est certainement plus important que ça. Mais dans le score, non. Ça, c'était la courbe qu'ils ont publiée. Et ça, c'est le score tel que publié dans leur article. Là, vous avez les différents seuils pour les différents âges. Encore une fois, c'est une très belle étude. Alors, le pilote, moi, j'y croyais beaucoup. Je sais qu'il y a des gens au côté de la Manche qui y croient moins. Mais aux États-Unis, les gens y croient beaucoup, l'emploient beaucoup. Et le pilote 2, je suis sûr qu'il va lui arriver le même sort que le pilote 1 aux États-Unis et au Canada, on va l'employer beaucoup. Un tout petit mot sur un article qui, je pense, est un peu passé sous le radar. Les gens l'ont lu, je pense. Les gens s'y réfèrent, mais de là à l'utiliser, ça, je ne l'ai pas vu. Et il y a un message, il y a une leçon, vous allez voir à la fin, j'ai encore fait une leçon. Et c'est à propos des 3 états septiques. Dans les années 90, on faisait la différence entre sepsis grave ou sepsis sévère, et puis un choc septique. Et dans l'article de M. Goldstein, l'item choc septique est disparu. Francis Leclerc et moi-même étions à la réunion dite de consensus de San Antonio où on a discuté de ces critères-là. Et vous savez, dans une réunion de consensus, il y a toujours des gens qui parlent plus fort que les autres. Les anglophones parlent de highly vocal. Nous autres, on pourrait dire peut-être fort en gueule, quelque chose de même. Et il y avait des forts en gueule qui défendaient le point de vue qu'on n'apprenait rien avec l'item choc septique, qu'il fallait faire disparaître ça. Ils ont parlé tellement fort que si vous lisez l'article de M. Goldstein, la partie choc septique est disparue. Et cet article-là démontre que c'était une mauvaise décision. Malheureusement, il n'était pas encore publié quand on avait tenu notre réunion à San Antonio. Et en gros, l'hypothèse de l'étude faite par Francis et Stéphane, encore une fois, c'était qu'il y aurait une augmentation de l'information obtenue si l'on tenait compte et du payload et des 3 états septiques. Alors, rapidement, dans l'article en question, il rapportait, par exemple, que le stress, ou le sepsis, un ou l'autre, que le hazard ratio de décès était de 7,43. Quand on regardait le sepsis grave, on passait à 27, puis le choc septique à 61. Qu'arrive-t-il si on regarde le payload? Pour chaque point, il y avait une augmentation du risque qui est décrite ici, mais pour chacun des points du payload. Mais ça changeait par contre un peu. Le stress, ça augmentait, le sepsis, ça diminuait, et le choc septique, ça diminuait aussi par rapport à ce qu'on avait là. Quel est le résultat final? C'est ça qui est important. Supposons qu'on a un patient qui a un payload à 24. C'est pas mal malade, ça. Au-dessus de 20, là, le patient il a au moins 2 organes de pas bien du tout. Avec 24, on va mettre le hazard ratio du payload qui est de 1,096 à la puissance 24. C'est ça ici.
Et le hazard ratio du sepsis grave serait ici 18,8. Hein, c'est ce qu'on avait sur notre figure ici. Quand on multiplie les deux, on se ramasse avec un hazard ratio final de 169. 169. Vous voyez l'augmentation, on est passé de 18 à 169. Si on faisait le même exercice pour le choc septique, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait, mais c'est encore plus marquant. Alors, à mon avis, il faut continuer d'utiliser le concept de choc septique parce qu'il y a une information intéressante. Puis entre vous et moi, là, ça tombe sous le sang. Je ne comprends pas qu'il y ait des personnes fort en gueule qui aient pensé qu'on pouvait se passer de ce concept de choc. Moi, j'ai de la misère avec ça. L'autre conclusion, c'est qu'à mon avis, il est avisé d'utiliser en même temps le score P-load et les 3 états septiques quand dans une étude, on veut décrire la gravité des cas. Autrement dit, quand on regarde le tableau à la fin qui s'appelle tableau sur les outcomes, il y a toujours dans les essais cliniques, le third table, c'est outcome. À mon avis, il faudrait qu'on trouve là non seulement le P-load, mais aussi une description des états septiques. Je pense que c'est comme ça qu'on décrit une population. J'ai 4 diapositives sur mon opinion personnelle sur comment on devrait utiliser le P-load. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais au minimum, je pense qu'on devrait utiliser le P-load pour les raisons suivantes. Par exemple, dans un essai clinique, on devrait faire le P-load, le daily P-load, le jour de la randomisation. On va appeler ça le daily P-load 1. Pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir si dans les 2 groupes, il y a un certain équilibre dans la gravité des cas. Il y a une autre raison aussi, c'est que si on veut faire plus tard un delta P-load, ou le delta P-load, ça consiste à prendre le daily P-load le pire pendant le séjour aux soins, moins ce qu'on a observé au début. Ça, c'est le delta. On a besoin forcément de mesurer le P-load le jour de la randomisation. Alors, je pense que moi, je défends cet usage-là. Je pense que c'est une bonne idée de s'en servir. Et dans la pratique, en tout cas en Amérique du Nord, on s'en sert allègrement dans nos études pédiatriques. Le P-load pourrait aussi servir comme critère de jugement. Alors, je l'ai parlé au départ, de baseline data. Ça peut être aussi dans le tableau numéro 3. Là. Je viens de vous le dire. Je pense qu'il faut qu'on décrive le P-load à ce moment-là, le P-load global, comme ici. Et si on démontre qu'il y a une différence entre le P-load dans les 2 groupes, la distribution du P-load, bien, on pourra conclure que peut-être que une intervention est meilleure que l'autre dans l'essai clinique en question. On peut faire aussi, et ça c'est ce qu'avait fait M. Joe Carcillo dans son étude sur la plasmaphérèse dans le sepsis, on peut faire des daily P-load, comparer les 2 courbes. C'est une autre façon de faire. Puis encore, une autre, c'est le delta P-load dont je vous parlais tantôt. S'il y a une différence importante dans le groupe expérimental et le groupe contrôle, on pourra conclure que l'intervention ou l'autre, ou l'alternative était supérieure. Il y a des gens qui pensent, Francis pense aussi, qu'on devrait se servir du P-load comme critère de jugement principal des essais cliniques. Et moi, je suis de cet avis-là. Mais quand j'ai soumis l'étude TRIPEQ aux Instituts de recherche en santé du Canada, c'est comme votre PHRC, ça, ils ont refusé de financer l'étude en disant on n'aime pas votre critère de jugement, pas parce qu'il n'est pas bien fait, bien préparé et tout, mais parce que ça ne va pas dire grand-chose aux praticiens. Aux experts, oui, mais le praticien normal qui va se faire dire il y a une différence de score de P-load de 3, il va dire so what, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Et j'ai changé mon critère de jugement à l'époque, après de nombreuses discussions avec d'autres membres du Canadian Critical Care Trials Group, et on avait fini par adopter comme critère de jugement principal ce qu'on avait appelé à l'époque New or Progressive Multiple Organ Dysfunction Syndrome, un SDMV nouveau qui est acquis après l'arrivée aux soins intensifs ou après la randomisation, ou progressif, ça veut dire que le syndrome empirait après la randomisation. Et pour avoir vécu l'histoire avec le TRIPEQ, c'est vrai que New Progressive Mod, ça parle un peu plus aux cliniciens qui ne sont pas des experts. Et si vous regardez tous les articles que j'ai publiés, que d'autres ont publiés, parfois on emploie effectivement, il y a d'autres études dans le moment comme Alpine, il y a plusieurs gros essais cliniques qui sont en cours aux États-Unis, et ils utilisent cela comme critère de jugement principal, le New Progressive Mod, mais à chaque fois, ils rajoutent après ça le score P-load. Et c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme si le P-load nous donnait du quantitatif par rapport au New Progressive Mod. Je pense qu'il faut mettre les deux tout le temps.
Ça, c'est, comme disait quelqu'un de chez nous, c'est mon avis, je la partage. Quelques mots sur la prévention et le traitement, puis avant ça, 2 diapositives préalables qui vont vous faire un petit peu... Bon, celle-là ne vous fera pas sourire, mais la suivante, oui. Comme je vous ai dit tantôt, un sepsis, dans le fond, c'est un CIRS qui est infecté. Un severe sepsis, c'est un SDMV infecté, puis un septic shock, c'est la même chose, mais avec de l'hypotension. Dans la littérature, il y a plusieurs articles qui ont été publiés par des Américains où ils se sont servis pour détecter les codes pilotes aux États-Unis de grandes données nationales sur le sepsis. Toutes ces grandes données, toutes ces grandes bases de données américaines sont basées sur ce qu'ils appellent les ICD-9 codes. Les ICD-9 codes, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait ce que c'est? Non? Moi non plus, je ne le savais pas, fait que je me suis renseigné. C'est ça. Mais aux États-Unis, ils s'en servent de cette classification-là pour facturer. No money, no candy. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, pour le sepsis, il n'y a pas de ID9 réel, mais il y en a pour le sévère sepsis et pour le choc septique. Ça veut dire, pour être pratique, que si le réanimateur d'un service américain peut écrire que son patient a un sévère sepsis ou un septic shock, dépêche-toi de l'écrire, tu vas être bien payé. Je m'excuse, là, mais c'est ça la réalité. Qu'arrive-t-il pour le SDMV? Alors, la définition, ça s'est tiré là, directement, je l'ai mis en anglais parce que c'est les mots, c'est du mot à mot. C'est un CIRS due to non-infectious process without acute organ dysfunction. Comment être sûr qu'il n'y a pas d'infection? Puis le MODS, c'est un CIRS qui est aussi dû à une non-infection, mais avec une dysfonction d'organes. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les gens mettent toujours cela et cela, d'autant plus qu'il n'y a pas toujours de paiement pour le MODS. Ça veut dire que toutes ces études qui portent sur l'incidence du sepsis sont basées sur des données où il y a un conflit d'intérêts. Ça veut dire donc qu'il faut que ces études-là ne sont pas parfaitement inintéressantes, mais il faut les prendre avec un grain de sel. Ce n'est pas vrai qu'elles sont parfaitement fiables. Ce n'est pas vrai que les incidences et les prévalences qui sont rapportées sont réelles à coup sûr. Il faudrait vérifier. Personne n'a vérifié. Bon, ça, c'était mon petit message du commanditaire, parce qu'il devient important. Pourquoi? Parce que c'est en se servant de ces ID9-là que les gens incluaient ou recrutaient des patients dans les grands essais cliniques qui portaient sur le traitement du sepsis sévère. Cherchez des grands essais cliniques sur le traitement du SDMV, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas parce que les gens ne le notaient pas. Alors, je vais vous parler un peu de ce que je pense qu'il faut faire pour traiter les SDMV, mais je ne peux pas faire autrement que de vous parler du sepsis sévère, sepsis grave en même temps. C'est lié. À mon avis, le bon traitement du SDMV, c'est de contrôler la maladie de base. Et ça, c'est une grosse découverte. C'est la chose à faire. Il faut aussi éviter qu'il y ait un deuxième coup ou un troisième coup de poing. Alors, si vous évitez l'intubation, si vous évitez d'utiliser des agents paralysants longtemps, si vous réduisez votre usage de cathéter, vous allez réduire le nombre d'infections nosocomiales. Toutes les infections nosocomiales sont un second hit qui favorise les SDMV ou qui empire les SDMV. Alors, il faut tout faire pour prévenir tout ça. Si vous avez la moindre raison de penser que votre patient est infecté, là, il faut donner des antibiotiques, grosse découverte. Et puis, je ne sais pas si vous avez la science infuse, mais moi, quand je voyais un cas de SDMV qui arrivait aux soins, jusqu'à preuve du contraire, il était infecté. Fait qu'il y avait tous des antibiotiques. Puis, il faut prévenir les autres dysfonctions. Ça, c'est très général, puis c'est ça qu'il faut faire. Ça n'a pas empêché les gens de rêver. Le rêve était de trouver l'âme parfaite, ce que les anglophones appellent de magic bullet. Si on pouvait avoir juste une cartouche qui tire, puis tout se guérit, ça aurait été extraordinaire. Et plus d'1 million de dollars ont été dépensés, 1 milliard de dollars américains. Pour être précis, c'est 1 milliard 200 millions. C'est de l'argent, ça, monsieur. 40 essais cliniques à l'époque, ils sont peut-être rendus à 50. Ont été dépensés pour financer des essais cliniques randomisés visant à découvrir le Magic Bullet pour le traitement du sévère sepsis, du choc sepsis, puis par le fait même du SDMV. Je vais vous parler de tout ça dans plusieurs diapositives. Pour vous donner un exemple, il y a eu beaucoup d'essais cliniques sur ce qu'ils appelaient, eux autres,
des one bullet. Alors, on avait constaté dans le sepsis qu'il y avait trop d'IL-1, on va donner des anti-IL-1. Il y a trop de TNF, on va donner des anti-TNF. Trop d'endotoxines, on donne des anti-endotoxines. C'était ça le raisonnement. Hein. Et il y a eu quelques dizaines d'études du même genre. Il y en a deux dont j'aimerais vous parler, les anti-BPI puis la protéine C. Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas long. Les BPI, parce que justement, je pense que c'est une molécule oubliée, celle-là. Il y a eu une étude bien faite, mais pas assez financée. Ils ont dû arrêter après 393 patients. C'était une étude qui était menée par Brett Giroir. Et si vous regardez les résultats de l'étude, 393 patients, le nombre d'amputations, le odds ratio, c'est pas statistiquement significatif, mais pas loin. Il n'y avait pas de différence dans la mortalité, mais il y avait une différence importante dans les amputations. L'étude a été arrêtée pour une simple raison, c'est qu'il n'y avait pas assez de fonds pour la terminer telle que prévue. La compagnie qui vendait ça a fait pétate. Elle n'existe plus. Et c'est pour ça que ça n'a pas été repris. Et je trouve dommage parce que celle-là, elle est intéressante parce que c'est vraiment quelque chose qui s'attaque à la perméabilité des bactéries de façon non spécifique. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire là. Mais pour le moment, là, il y a une façon d'essayer de la trouver, vous ne l'aurez pas. Mais ça existe. Un mot sur deux diapositives sur la protéine C activée. Vous connaissez l'histoire. L'histoire a commencé avec l'étude Prowess, dont l'objectif principal était de déterminer l'efficacité de la protéine C activée pour diminuer la mortalité hospitalière des cas de sepsis chez des adultes en réanimation. Encore une fois, on avait constaté que nos patients en soins intensifs avec un sepsis grave avaient une protéine C activée basse. Puis nous, comme on a une de nos manies, c'est quand c'est trop bas, il faut le monter, puis quand c'est trop haut, il faut le rabaisser. Hein, on fonctionne souvent comme ça. Alors là, on dit il n'y a pas assez de protéines C activées, on va en donner. Alors, ils ont préparé un bel essai clinique randomisé multicentrique à double insu avec placebo qui a été bien fait, qui a inclus 100 services de réanimation. Et parmi les mentors de cette étude-là, il y avait des gens de France, des États-Unis. C'était une belle étude bien faite. Et dans l'étude, comme il était grandement financé par le NIH aux États-Unis, il y a eu plusieurs études intermédiaires. Et là, je travaille avec le NIH actuellement pour une étude, puis je commence à comprendre comment ça fonctionne, leur comité de surveillance, c'est comme ça que vous appelez les autres, ils appellent ça un Data and Safety Monitoring Board. Là-bas, nous au Canada, puis ici aussi, je pense que vos comités de surveillance d'essais cliniques, c'est des gens indépendants, mais pas juste indépendants des chercheurs, c'est aussi indépendant de ce qui subventionne l'étude. Pas aux États-Unis. Les DSMB aux États-Unis, c'est le NIH qui les finance. Et ils ont des pouvoirs que normalement, qui nous surprennent encore, du genre, ils peuvent décider d'augmenter les analyses intermédiaires, ils peuvent décider eux-mêmes d'arrêter l'étude, mais ça, tous les comités de surveillance peuvent faire cela. Ce qui est particulier aux États-Unis, c'est que, vous savez, moi, par exemple, mon étude EBOL, j'ai moi-même écrit avec tous mes collègues, là, mes co-chercheurs, des règles que j'ai données aux membres de mon DSMB. On leur dit, bien, vous suivez ça, puis vous suivez ça, là, vous n'inventez rien. DSMB, comme dans cette étude-là, ils peuvent, eux, changer les critères en cours de route. Alors, c'est ce qui est arrivé dans l'étude Prowess. Première étude intermédiaire prévue, après 720 patients. Ils observent une différence de 2 en faveur de la protéine C activée, mais ils trouvaient que ce n'était pas assez fort comme différence, et ils ont changé les critères d'inclusion. Jusque-là, ça ne me dérange pas trop. C'est acceptable. Après 970 autres patients, ils avaient une mortalité de 22 dans le groupe protéine C et 31 dans l'autre groupe. Le P était significatif. Et le DSMB a décidé d'arrêter l'étude. On avait un P à 0.005. C'est quoi le problème? C'est que quand on fait plusieurs études intermédiaires, il faut employer des P ajustés. Et les P des études des analyses intermédiaires doivent être très bons. Dans EBOL, le P pour les 4 études intermédiaires, c'est 0.000. Il y a 4 zéros. Là. Eux autres, il y en avait juste 2, puis ils ont décidé que c'était correct, puis ils ont arrêté l'étude. Ça a passé au début, ça a donné un bel article, et là, il y a tout un paquet de monde qui a commencé à dire qu'il n'aurait pas dû faire ça, c'est pas acceptable sur le plan scientifique. Il aurait dû terminer l'étude, peut-être qu'ils ont eu un faux positif, tout simplement.
Et là, plusieurs choses se sont passées. La première, c'est qu'ils ont fait le NIH a financé un autre essai clinique pour les cas d'adultes en sepsis grave, mais avec un score d'Apache en bas de 20, donc pas trop malade. C'était négatif. Là, il y a toutes sortes de doutes qui sont apparus, et, entre autres à cause de l'étude pédiatrique dont je vais vous montrer les résultats. Puis quand ils ont vu ça, ils ont dit on va faire une autre étude chez l'adulte pour les cas plus graves, puis du tout d'effet de la protéine C. Et l'étude pédiatrique qui a amené la deuxième étude adulte, il y a un petit problème de chevauchement, vous êtes capable d'aller pareil, envoie ça en gros les résultats. Cette étude-là a été interrompue avant la fin pour des raisons de sécurité. Bonne distribution des patients, gravité le temps pour guérir, ils appellent ça les organ-free days. C'était identique dans les deux groupes, pas vraiment de différence. Mortalité, pas de différence. Hémorragie, en gros, la protéine C activée, ça peut favoriser, prédisposer aux hémorragies. Pas de différence. Mais ce qui les a amenés à arrêter l'étude, c'est d'une part, pas d'effet. Et par contre, en termes de sécurité, une quantité plus importante d'hémorragie dans le groupe de protéine C activée. Ce n'était pas statistiquement significatif, mais on parle d'hémorragie intracrânienne grave. Et ils ont arrêté l'étude là-dessus. La protéine C activée n'est plus recommandée ni chez l'adulte ni chez l'enfant. Et cette histoire-là se répète avec toutes les anticytokines, machin, ça n'a rien donné. En passant, quand l'étude PROGRESS est apparue dans mon propre service, nous avons eu une grande discussion. Certains des membres disaient, ben voilà, il faut donner ça à tout le monde. On ne participera pas à l'étude pédiatrique, la démonstration est faite. Personnellement, je connaissais le dossier, puis je pensais que c'était un faux positif. Il y avait déjà eu au moins 40 essais cliniques. Je m'étais dit, à un moment donné, on va en avoir un qui est un faux positif. J'étais convaincu que c'était un faux positif. On a décidé de participer à l'étude Resolve, qui a démontré que j'avais raison. C'est toujours plaisant de dire quand on a raison, et j'avais raison. Donc, la protéine C activée, ça ne vaut rien. Anti-TNF, par contre, il y a récemment une méta-analyse qui a été faite. Ça, c'est nouveau, je tiens à le souligner. Et les résultats principaux de la méta-analyse en question laissent entendre qu'il se pourrait que le TNF, enfin, les anti-TNF, soient éventuellement une molécule à employer. Je me rends compte que elle est bilingue, la diapositive, il faut m'excuser. Ça se détériore vers le bas. Mais la leçon à retenir, c'est que si on voulait démontrer que le TNF est efficace, il faudrait qu'on entreprenne une étude qui inclura au moins 10 000 patients. Quand ça prend 10 000 patients pour montrer l'efficacité, là, on peut se demander si c'est utile ou pas. La thrombomoduline, il y a un essai clinique qui a été publié récemment qui laisse entendre que ça pourrait être intéressant, mais là aussi, ça prendrait beaucoup de cas. Il y a eu aussi une série d'études sur une immunorégulation, mais pas... je m'excuse, je reprends la diapositive de tantôt, et j'ai mis maintenant en gris protéine C et anti-BPI parce qu'on ne sait pas. En rouge, ici, c'est ce qui est nocif. Dans les essais cliniques, on a démontré que ça nuisait. En gris, c'est ce qui est oui ou non, mais en tout cas, ce n'est pas utile. En blanc, ce qui est efficace, et je vous signale que sur la diapositive, la seule chose qui est en blanc, c'est les antibiotiques. Donc, on retourne à la case départ. Puis en bleu à étudier, j'aimerais ça qu'une étude soit faite sur les immunoglobulines en pédiatrie. Petit message en passant. Il y a des données là-dessus, je ne peux pas m'étendre là-dessus, je n'ai pas le temps. Pourquoi les Magic Bullets, ça n'a pas fonctionné? Entre autres, pour la raison suivante. C'était des molécules une molécule bien précise. Et les cytokines, pour donner un exemple, ont cette propriété d'être pléiotropiques et redondantes. Bon, redondante, j'ai compris tout de suite, mais pléiotropique, je n'étais pas trop sûr ce que ça veut dire. On dit d'une molécule qu'elle est pléiotropique lorsqu'elle gère plusieurs activités. Alors, par exemple, le TNF cause de la fièvre, cause de la cachexie. L'autre nom du TNF, c'est cachectic molécule, etc., etc. La particularité, c'est qu'elles sont aussi redondantes et que pour le même effet, il y a souvent plusieurs molécules. Alors, mettons que j'utilise un anti-IL6. Oui, ça va changer la coagulation, mais j'ai deux autres cytokines qui font la même chose et qui vont prendre le relais. Je pense que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est mon opinion. Un mot sur l'immunorégulation non spécifique. Il y a des données qui démontrent que la transfusion agit sur l'immunologie de nos patients, puis pas pour le mieux. Les stéroïdes à forte dose, moi, quand j'ai passé mon examen de pédiatrie en 1979, j'ai eu une question, c'était, en cas de choc septique, quels sont les médicaments que vous allez donner?
Et si je n'avais pas dit qu'il fallait donner des stéroïdes à la dose de 30 mg par kilo par jour, j'aurais calé mon examen. Je ne vous compte pas de blague, là, c'était ça. Dans les années qui vont suivre, dans le New England, coup sur coup, 2 essais cliniques qui démontraient qu'on tuait nos patients en leur donnant des fortes doses de stéroïdes. Bon, je ne parle pas de dose normale, là, mais les fortes doses, c'est abandonné. Dose normale, c'est à étudier, on ne sait pas vraiment, tout comme la nutrition. Le matin, il y avait une question sur l'immunonutrition. Il y a eu beaucoup d'études chez l'adulte et ça a démontré une chose, c'est que ça coûte très cher. À part de ça, là, ça n'a rien démontré. Un petit mot sur l'hémofiltration. Il y a une méta-analyse de fait et de publiée récemment dans le Critical Care Medicine. Je vous passe les détails. Le gros point à retenir, c'est qu'il semble que l'hémofiltration pourrait réduire effectivement la mortalité associée à des sepsis graves et à des SDMV infectés. Pour moi, ça pose une question. C'est un autre beau sujet d'essai clinique. Ça va coûter cher, mais ça pourrait être un bel essai clinique. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites, comme par exemple le Early Goal Directed Therapy, etc. Là, on vient toujours aux mêmes affaires. Je veux quand même parler un petit peu du Early Goal Directed Therapy. Je vous renvoie à l'étude chez l'adulte de Rivers qui démontrait qu'avec une grappe ou un bouquet de traitement, en anglais ils disent bundle, bouquet de traitement qui avait comme but de maintenir la saturation veineuse centrale au-dessus de 70%, on améliorait le sort des patients. Dans ce bouquet-là, on donnait une transfusion à la fin, après avoir tout essayé. Alors, il se pourrait qu'effectivement la transfusion soit utile et que le Early Goal Directed Therapy soit utile. Il y a aussi un petit essai pédiatrique très bien fait au Brésil qui démontre un peu les mêmes choses que M. Rivers. Ceci étant dit, avant d'utiliser ça pour tous nos patients aux soins intensifs, il y a des études à faire. Il y a des études qui sont en train de se faire actuellement. 2 grosses études chez l'adulte aux États-Unis, dont une qui est menée à Pittsburgh. Et les rumeurs laissent entendre que les résultats sont parfaitement négatifs. Mais on verra, je n'ai pas les données, ce n'est pas publié à ma connaissance. Alors, c'est ma dernière diapositive. Côté critères diagnostiques du SDMV, à mon avis, il faut choisir les critères de Pro si l'on veut un test plus spécifique, ceux de Goldstein si l'on veut un test plus sensible. Je rappelle que l'épidémiologie du SDMV change selon les critères diagnostiques choisis. Et je suggère que quelqu'un, quelque part, organise une conférence de consensus pour qu'on repense aux critères diagnostiques du SDMV, parce que je pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on a actuellement. Ceci étant dit, le SDMV est fréquent à l'animation, quels que soient les critères utilisés, c'est toujours au-delà de 20 et parfois 30 toute agression grave peut causer un SDMV, que ce soit un trauma ou une hypoxie sans infection. Le taux de décès associé au SDMV est très élevé. Et quant au traitement, je résumerai ça en disant faites votre possible. Ça va ressembler à ça. Mais par contre, méfiez-vous des agressions secondaires. Il y a un exercice de prévention secondaire qui est très, très important à faire. Je tiens à remercier les gens avec qui j'ai travaillé au fil des ans sur le SDMV. Bien sûr à Sainte-Justine, mais aussi extramuros. J'ai travaillé avec des gens extraordinaires, en France et en Suisse en particulier. Et ça a été plaisant. J'espère qu'on va avoir d'autres occasions de faire des recherches.